Henri Guénaud, le 10 septembre, Mélenchon qui veut cette grève générale. Qu'est-ce que ça traduit, selon vous, ce mouvement qui, quand même, prend de l'ampleur? On n'est pas sur quelques appels sur les réseaux sociaux. Il y a 63% selon ce sondage pour RTL qui, 63% des Français soutiennent ce mouvement. Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Alors, moi, je crois d'abord que la question sociale, elle est explosive, bien au-delà de ce que pensent les responsables politiques aujourd'hui. Je je parle pas de LFI et des extrêmes, mais elle est vraiment... je pense que François Bayrou joue un jeu extrêmement dangereux. Le plan qu'il a annoncé est un plan qui ne peut que faire croître la colère, euh, la révolte. Alors, je pense qu'encore une fois, il y a... C'est un peu l'éléphant dans la pièce, la question sociale, depuis des années. Hein. On parle de tous les sujets de conflit. Et celui-là, finalement, on en parle assez peu. De temps en temps, il vous saute à la figure avec la réforme des retraites ou... Et vous mettez quoi derrière la question sociale, justement? Parce que c'est 44 milliards d'économies. Mais la façon dont on les fait, c'est-à-dire il y a la réforme des retraites. Il faut bien comprendre, et on retrouvera ça en toile de fond d'ailleurs sur tous les problèmes que vous avez évoqués tout à l'heure. Je pense en particulier à la question de la position de l'Europe sur la guerre en Ukraine. Nos sociétés européennes, nos sociétés occidentales, d'une façon générale, elles sont fatiguées, elles sont usées, elles sont en colère, elles sont frustrées. Elles ne comprennent plus. Ça fait des décennies que ça s'aggrave. On arrive à un moment où ça devient explosif. Voilà. Donc on a déjà eu des alertes, les bonnets rouges, les gilets jaunes, etc. La réforme des retraites, 75% de Français qui étaient contre. Alors on peut juger qu'ils sont irresponsables, mais enfin, on change pas le peuple quand le peuple n'est pas d'accord. Hein. Donc il faut bien avoir en tête tout ce que cela exprime de colère rentrée chez les Français. Après, moi, je suis incapable de dire si ça va vraiment... Est-ce que tout va être bloqué ou pas? Voilà, ça, je n'en sais rien. Peut-être que les services de police qui étudient de très près les réseaux sociaux et les mouvements qui montent sur ces réseaux ont une idée. J'observe qu'ils avaient complètement raté l'affaire des Gilets jaunes, mais bon, c'est peut-être les mieux placés pour avoir une opinion. Après, ce que vient de faire Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire... au fond, se poser en leader du mouvement. Il dit, c'est pas moi qui décide, mais enfin, regardez la façon dont il parle, et il fixe un objectif qui est un objectif politique, et il mêle les partis politiques à cette affaire. Or, d'abord, je pense que c'est pas la place d'un parti politique qui a des représentants au Parlement, et surtout un groupe consistant, d'aller faire de la politique dans la rue. Ça, c'est le but ça peut être des associations, ça peut être des groupes, ça peut être des syndicats. Bon, après, on peut apporter un soutien le jour venu. Mais là, il va, à mon sens, beaucoup plus loin. Et c'est, à mon avis, la meilleure façon. Il jette de l'huile sur le feu, c'est ce que vous nous dites? Un peu, en fait, je crains que, plutôt que de mettre de l'huile sur le feu, ils viennent éteindre le feu parce que il y a beaucoup de gens qui ont envie de descendre dans la rue, qui sont très à droite, très à gauche, parfois très au centre, mais qui n'en peuvent plus et qui n'iront pas s'ils ont le sentiment qu'ils vont devoir défiler à côté de gens avec lesquels ils veulent rien avoir à faire. Voilà. Donc ça, je pense que c'est pas un service rendu, en tout cas au mouvement qui se dessine et à l'expression spontanée de cette colère. C'est un ras-le-bol général, Charles Sapin, cette colère et ce mouvement qui se met en place. On n'a pas retenu les leçons des Gilets jaunes finalement, et en 7 ans, la cocotte s'est remplie. Oui, tout à fait. Enfin, bonnet rouge, gilet jaune, ce n'est pas le premier mouvement de colère, et on voit que cette colère monte d'année en année. Il suffit de reprendre d'ailleurs le résultat des dernières élections. C'était des élections européennes puis législatives. Au premier tour, juste pour prendre un exemple des dernières élections législatives à l'été dernier, vous avez 11 millions de voix pour le Rassemblement national, ce qui fait 2 millions de plus que ce qu'avait eu Emmanuel Macron à la présidentielle de 2017 où il avait été élu. Donc, et ça ne s'est absolument pas traduit dans la composition du gouvernement. Non, ça ne s'est pas traduit dans la composition du gouvernement, ce qui est un premier élément de frustration. Et si vous voulez, quand on regarde en fait ce qui est les préoccupations principales des Français, vous avez un problème de pouvoir d'achat, l'insécurité, l'immigration. Ce sont des thèmes sur lesquels les gouvernements précédents n'ont pas trouvé de solution, et a fortiori ceux depuis la dissolution n'ont pas trouvé de solution. Pourquoi? Parce que on voit bien qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale. On est face à une fracturation importante qui empêche toute
finalement autorité, leadership politique qui permettrait d'apporter des résultats. Donc finalement, on est dans cette, pour reprendre votre mot de cocotte minute, on est finalement quelque peu condamné jusqu'à la prochaine élection présidentielle à avoir cette cocotte minute avec une pression qui augmente, qui augmente, qui augmente. Et moi, j'aimerais rebondir parce que je vous entends Henri Guénaud dire François Bayrou, avec ce budget, joue un jeu extrêmement dangereux. Et le problème, c'est qu'il y a aussi un autre jeu qui est très dangereux. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 3500 milliards de dettes et qu'il y a un enjeu de souveraineté, je crois que c'est un mot qui vous est cher aussi, avec des menaces de plus en plus prégnantes qui viennent de la part des marchés, avec un risque que nous ne puissions plus lever de la dette. Il y a un risque vis-à-vis du FMI et des agences de notation. Donc, c'est vrai qu'il y a la réalité, ce que dit Charles. Non, mais ça, alors, pardon, la réalité, on en fait ce qu'on veut en ce moment, de la réalité. La réalité de la dette. La réalité, le moment où on a lancé ce débat, c'est-à-dire l'année dernière, sur la dette et soi-disant le risque de mise sous tutelle du FMI, c'est une réalité complètement inventée, mais qui peut finir par devenir une réalité si on continue à l'alimenter par le discours qu'on tient aujourd'hui. Voilà, mais il n'y a pas de souci dans les finances publiques. Il n'y a pas de souci, mais dramatiser ne nous mène à rien, sinon, un jour ou l'autre, à finir par effectivement affoler les marchés et nous mettre dans une situation inextricable. Alors, non, il n'y a pas de risque de mise en tutelle du FMI. Non, il n'y en a pas. Alors, ça peut toujours arriver dans le futur, hein, il peut toujours y avoir, mais aujourd'hui, il y en a pas. Enfin, mais vous savez, je vais vous dire, le principal problème, c'est que tous ces gens qui parlent des marchés ne savent pas comment fonctionne un marché. Voilà, ne comprennent absolument pas de quoi il s'agit, mais c'est un argument. La note de la France a été dégradée à de nombreuses reprises. Attendez, non, la France, elle n'est pas au bord de la faillite. Voilà, c'est un sujet de préoccupation, mais elle n'est pas au bord de la faillite. Tous ceux qui disent ça racontent n'importe quoi. La faillite, ça arrive le jour où on ne veut plus vous prêter parce qu'on n'a plus du tout confiance. C'est bien d'anticiper et ne pas attendre justement cette faillite. Mais si vous anticipez, vous finissez par créer vous-même. Vous savez, les marchés, c'est quoi un marché? Un marché financier, ce ne sont pas des investisseurs qui réfléchissent à la meilleure façon de placer leur argent. Les marchés financiers, ce sont des traders qui gagnent de l'argent quand ils vendent avant les autres et quand ils achètent avant les autres. Il n'y a rien de plus sensible, de plus vulnérable aux anticipations autoréalisées, aux prophéties autoréalisatrices, comme on dit en économie, que les marchés financiers. Donc, il faut gérer la psychologie des marchés avec beaucoup de précautions. Attendez, je finis. Non, mais quand on en est à emprunter pour payer les intérêts de sa dette... C'est nouveau. Ah ben alors, aucun problème. Non, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème. Mais si, mais c'est ce que comprennent les Français. Il ne faut pas dramatiser cette affaire. Il y avait une très bonne formule d'Olivier Blanchard il y a quelques mois. Il disait c'est préoccupant mais pas affolant. Voilà. Et c'est exactement ça. Et il faut garder son sang-froid. Mais garder son sang-froid, ça veut dire ne pas céder à la panique et ne pas transmettre la panique. Je trouve sévère avec François Bayrou. Il me paraît pas perdre son sang-froid. Simplement, toute la classe politique, y compris vous donc, à ma surprise. Non, mais j'assume. Répond et explique aux Français que le problème n'existe pas. Je n'ai pas dit ça. On va vous demander des efforts. Il n'a pas dit que ça n'existait pas. Non, il a dit que c'était exagéré. Ça revient au même. Et non, monsieur, ça revient pas au même. Alors, on n'est pas là pour faire un débat politique. Je fais pas un débat avec LFI. Mais votre parole est étonnante pour un homme de droite. C'est ça. Non, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, je suis gaulliste. Je sais pas. Je me reconnais plus du tout dans ces catégories d'aujourd'hui. Voilà. Si la droite, ça veut dire que c'est dire que le Rassemblement national, dont je ne fais pas partie et pour lequel je ne vote pas, est à gauche parce qu'il n'a pas voté la réforme des retraites. Alors, si vous voulez, on est arrivé à un point où moi, vous êtes extirpé de tout ça intellectuel que je ne peux plus assumer. Voilà, ça c'est ma première remarque. Alors, je reviens sur j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de problème, mais le problème, il ne se pose pas comme on le pose. Alors, je finis sur l'histoire de François Bayrou qui joue avec le feu. Le plan qu'il a annoncé, qui est sur la même, qui est de la même eau que tous les plans qu'on annonce depuis le retournement de la rigueur en 1983, qui nous ont menés tranquillement là où nous en sommes, parce qu'ils ne peuvent pas nous mener ailleurs. Si ce plan, qui consiste à dire on va résoudre le problème de la dette, des finances publiques, de l'économie, de la société, en rackettant les retraités, en rackettant les malades, en rackettant les chômeurs, bref, on va racketter tout le monde, ceux qui travaillent, ceux qui ont travaillé, ceux qui ne travaillent pas.
Pour vous, c'est du racket, ces contributions supplémentaires? Pour moi, ce qu'on demande aux retraités, c'est du racket, c'est même une escroquerie. Hein. Et en plus, c'est un mensonge. On vous dit, il y a une année blanche, on ne va pas indexer pendant une année, mais ça n'existe pas, ça, parce que l'argent économisé, si l'année prochaine vous mettez à indexer, vous perdez l'économie pour l'année suivante, il faut donc trouver de l'argent ailleurs. Donc, ce qui se passe en général quand on fait ça, c'est que pendant des années, voire des décennies, on n'indexe plus. C'est arrivé aux fonctionnaires, vous savez, pendant près de 20 ans, à quelques petites exceptions près, on les a désindexés. On disait toujours, mais non, c'est juste pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Ils ont perdu entre 20 et 25% de pouvoir d'achat sur leur rémunération indiciaire. Soit dit en passant, et la rémunération sur laquelle on calcule leur retraite. Bon, imaginez que c'est la politique de l'aval. Voilà, hein, c'est tout simple. La paupérisation, petit à petit, finalement. Allez, on va résoudre le problème en baissant tous les salaires. Alors les salaires des fonctionnaires, puis pourquoi pas les salaires des autres aussi, pour faire de la compétitivité de la façon la plus bête qui soit. Bon, voilà, il n'y a pas d'économie, je veux dire, de réflexion économique là-dedans. Rien du tout. Je vous donne la parole, Charles Sapin, dans un instant. Je finis sur pourquoi il joue avec le feu. Il joue avec le feu parce qu'en s'y prenant comme ça, il fait monter le refus du consentement à l'impôt. Voilà, parce que toutes les mesures proposées sont d'ailleurs des prélèvements ou des équivalents de prélèvements. Hein, c'est désolé, mais pas rembourser les médicaments, c'est un prélèvement sur les malades. Désindexer les retraites, c'est un prélèvement sur les retraités, sans parler des mesures fiscales elles-mêmes. Hein. Alors je sais bien que dans les finances publiques aujourd'hui, on appelle dépenses fiscales une niche fiscale. Et donc, quand on supprime une niche fiscale, c'est-à-dire quand on augmente les impôts, on appelle ça économie de dépenses. Donc, tout ça est quand même, tout ça est délirant. Il faudrait des heures pour essayer de trouver son chemin. Mais on essaie de comprendre tous les trois. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait, Henri Guénaud ? Si vous faites ça, si vous abîmez le consentement à l'impôt, vous abîmez le principal atout de la France vis-à-vis des épargnants et des marchés du monde entier. Pourquoi ? Parce que ce qui fait la force de la France, indépendamment de son désordre économique, fiscal, social, etc., c'est que tout le monde pense que la France a un État fort et une administration fiscale efficace et qu'elle pourra toujours lever des impôts s'il y a un problème. Bon. Si vous abîmez ça, alors là, nous prenons un grand risque. Le plus grand risque qui soit. Et c'est exactement ce qu'a fait François Bayrou, et c'est exactement ce que je trouve irresponsable. Comment on fait pour assainir les comptes sans abîmer ça ? Mais vous assainissez les comptes, je veux dire, vous ne remettez de l'ordre dans les comptes qu'en remettant de l'ordre dans la société et dans l'économie. Voilà. Toute autre façon de procéder est une façon qu'est-ce que ça veut dire, ça, Henri Guénaud ? Parce que c'est très imagé. Parce que quand vous êtes... Alors, si vous êtes à la fin du XVIIIe siècle et que la Cour, par sa vie, par ses dépenses somptuaires, absorbe une bonne partie de la richesse. D'accord, il faut réduire le train de vie de la Cour. Très bien. Mais dans la plupart des cas, les choses ne se passent pas ainsi. Le problème, c'est que plus il y a de désordre dans l'économie, moins il y a de rentrées. Plus il y a de dépenses pour aider les secteurs en difficulté, plus il y a de victimes d'une économie qui ne marche pas, plus il faut les indemniser, les soutenir et les accompagner. Lorsque vous essayez de remettre de l'ordre dans les finances publiques, sans vous occuper de ça, c'est-à-dire en disant, alors on commence par dire, d'ailleurs tout le monde a dit pendant des années, le rabot c'est idiot. Bon. Et puis dès qu'on arrive au pied du mur, on fait du rabot. Le rabot ne fait qu'une chose, remettre du désordre dans l'économie, donc dans la société. Et le résultat, c'est que vous remettez du désordre dans les finances publiques. Ce qui est inquiétant et angoissant, c'est ce cercle vicieux que nous n'avons pas les moyens d'arrêter. C'est vrai que c'est partagé par... Pour l'arrêter, il faut mettre de l'ordre dans l'économie, d'abord, c'est-à-dire qu'il faut investir. Personne ne parle du retard énorme d'investissement de toutes les sociétés occidentales et de la nôtre en particulier. Trouver l'argent. Là où Henri Guénaud a totalement raison, c'est que bien que le gouvernement... Sur ce consentement à l'impôt, je trouve que c'est une réflexion intéressante. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on regarde à l'origine du mouvement du 10 septembre, là on voit plein de revendications, mais l'origine, c'est bien les messages qui étaient les plus nombreux au départ, c'était une révolte un peu antifiscale de type un peu poujadiste. Et c'est vrai que le gouvernement qui peut présenter des baisses des dépenses qui sont en fait des impôts déguisés. Ces 2 jours fériés, en moins, c'est une forme d'imposition. Cette année blanche fiscale et sociale, ce sont des impôts déguisés. Le problème, c'est que si vous voulez, le pari politique de François Bayrou était de vouloir être celui qui enfin qui arrive à purger des finances publiques après des décennies de dérapage. Ce que n'a pas réussi à faire Michel Barnier. Il pensait avoir un atout, si vous voulez, parce que paradoxalement, la situation particulière politique dans laquelle nous nous trouvons pouvait être un avantage, parce que nous sommes à la veille d'une présidentielle, Emmanuel Macron ne peut pas se représenter, et toute une série de présidentiables qui ont une chance d'arriver à l'Élysée pourraient avoir
intérêt à ce que les écuries d'Augias, entre guillemets, soient nettoyées avant qu'ils arrivent à l'Élysée et eux-mêmes à faire le travail, si vous voulez. Le problème, c'est que la copie présentée par François Bayrou pêche par une forme de « en même temps ». Vous avez deux voies. Soit vous protégez la dépense publique, les services publics, et dans ce cas, vous êtes obligé d'augmenter les impôts, c'est ce que veut la gauche, soit, au contraire, vous n'augmentez pas les impôts, mais vous faites des tailles sévères dans les dépenses de l'État. Le problème, c'est que François Bayrou, dans le plan qu'il a proposé, fait et l'un et l'autre, ce qu'il fait qu'il s'annule et le Parti socialiste et le Rassemblement national. Or, jurisprudence Barnier, on le sait, pour survivre, vu la fracturation à l'Assemblée nationale, François Bayrou doit avoir, si ce n'est le soutien, au moins la bienveillance ou du PS ou du Rassemblement national. C'est son unique motivation à François Bayrou de survivre, juste. Enfin, je veux dire, d'abord dire, je fais un pari politique, c'est pas un pari politique qu'il doit faire là, c'est un pari économique. Sur la France, puis c'est un pari sur l'avenir du pays. Faire un pari politique. Les deux sont liés dans le sens où cette réduction des dettes, c'est la marotte de François Bayrou depuis 2007. Justement, et le pari politique me paraît complètement délirant, parce que quelle est la situation si l'Assemblée elle est fracturée, outre la décision absurde d'avoir dissous au moment où on a dissous, les raisons pour lesquelles on a dissous. C'était un échec. Là, aujourd'hui, l'Assemblée est le reflet exact de l'état de notre société. C'est-à-dire une société fracturée dans tous les sens, où chacun s'enferme dans ses propres problèmes, dans ses propres revendications, dans ses propres frustrations, dans ses propres colères. Alors, évidemment, je rajoute que dans le désordre de la société, il faut tout mettre. Il faut mettre l'insécurité, il faut mettre l'immigration, il faut mettre tout ce qui finit, il faut mettre le désordre de l'école, etc. Tout ce qui nous coûte. Et donc, très concrètement, fortune. Henri Guénaud, on ne fait pas d'économie. Est-ce qu'on doit en faire? Est-ce qu'on ne doit pas en faire? Est-ce qu'on doit aller vers regardez ce qu'on fait. Alors d'abord, les dépenses de l'État, en pourcentage du PIB, elles n'ont pas augmenté depuis des années. Ce qui a augmenté, ce sont les dépenses des collectivités locales. Mais aller aujourd'hui ratiboiser les budgets des collectivités locales, qui sont celles qui sont prises avec la vie quotidienne des Français, qui est de plus en plus compliquée. Qui investissent beaucoup d'ailleurs. Et le reste, c'est la santé. C'est très intéressant quand même. Vous allez diminuer le budget de la santé? En faisant quoi? Parce que quand on dit on fait baisser les dépenses de l'État comme ça, mais on fait augmenter les dépenses des gens. L'État, c'est nous. Et surtout quand l'État est là pour vous rembourser vos médicaments ou vous payer votre retraite. C'est nous tous. Donc, Henri Guénaud, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que nous avons le plus haut taux de prélèvement quasiment du monde, le plus haut taux de dépenses publiques du monde. Il y a zéro problème. Il faut prendre l'histoire où elle en est. Pas moi qui ai fait le plus haut taux de prélèvement. Et si on avait fait des vraies politiques économiques, on n'en serait peut-être pas là. Bon, mais on en est là. Bon, donc c'est un fait. Et on a 3300 milliards, un peu plus même maintenant, de dettes. C'est un fait. Ça, c'est l'histoire nous lègue ça. Soit vous voulez apurer le passé, et vous dévorez l'avenir, c'est-à-dire vous n'investissez plus, voilà. Mais vous allez buter sur quelque chose d'autre, vous allez buter, avant même de buter sur l'économie, vous allez buter sur le social et le politique. Et là, vous allez faire quoi? Vous allez rassurer les marchés? Mais c'est une blague, c'est juste impensable. Quelqu'un avait... On pourrait faire tous les plans qui ont été faits depuis... analyser tous les plans qui ont été lancés depuis 1983. Mais je vais vous en prendre un qui m'a beaucoup énervé à l'époque et beaucoup indigné. Il s'agit du plan Juppé en 1995. Chirac se fait élire sur la fracture sociale, j'en sais quelque chose, puisque j'en ai été l'un des inspirateurs. C'est extraordinaire. Qu'est-ce qu'il en est resté? Alors une majorité qui est applaudie debout, très bien. Il a fallu que Chirac arrête les frais parce que sinon ça ne se serait pas arrêté. Et malgré tout, ça nous a valu de ramener un septennat à un semestre, puisqu'au bout de 6 mois, c'était plus gouvernable et qu'après on a eu la dissolution et 5 ans de Jospin. Bon. Mais qu'est-ce qu'il en est resté? Il en est resté... Alors, la chose la plus importante, c'est... À l'époque, on s'est dit... les médecins, ils dépensent vraiment très mal. Ils ne savent pas faire. Donc, à l'hôpital, on va leur retirer le pouvoir et on va le donner à des bureaucrates. Ce qu'on a fait. On a créé les ARH. On a fait les ARH à l'époque. Ils sont devenus les ARS, dont on a découvert la monstruosité bureaucratique pendant la pandémie. Et aujourd'hui, on se plaint de la bureaucratisation de la santé. Mais ce sont ceux, précisément, qui voulaient mettre un contrôleur bureaucratique derrière chaque médecin, qui ont créé cette situation. C'est comme le manque de médecins. Le numerus clausus, il a été fait par des gens qui pensaient que comme le médecin était le prescripteur de la dépense médicale, moins il y aurait de médecins,
moins il y aura de dépenses médicales. Alors, regardez, on n'a plus de médecins, mais on a une dépense médicale. Bon, Philippe Gély, à ce que je comprends, je vais être un peu provocateur, mais Henri Guénaud sera dans la rue le 10 septembre. En tout cas, non, je ne serai pas dans la rue, c'est pas non, mais je vous taquine, mais c'est vrai que moi, je voudrais cette exaspération-là, vous l'avez parfaitement traduite, et c'est ce que disent. Je suis curieux de savoir quelle stratégie vous préconiseriez. Alors, je vais vous en donner un exemple, parce que sinon, on va passer. Moi, je veux bien le faire, mais il faut beaucoup plus de temps que. Certes. Voilà. On va passer ensuite. Moi, je pense que la priorité des priorités, c'est de rattraper le retard d'investissement, parce que vous n'allez pas réduire les budgets de la santé, vous n'allez pas réduire les budgets de l'éducation, sinon vous allez détruire. Donc trouver de l'argent pour investir. Oui, il faut trouver de l'argent, mais vous savez, l'argent pour investir, il y a deux façons de le faire. La monnaie. Bon. Ça c'est fini avec l'euro. La monnaie, ça sert aussi à ça. C'est une avance sur la production. Alors, si vous en faites trop, faites de l'inflation. Si vous en faites pas assez, vous bloquez. On l'a plus. Ouais. C'est un problème. On l'a plus, mais on a quand même un problème là avec la Banque centrale européenne. On parle des droits de douane, on oublie la hausse des taux, la hausse des cours de change, parce qu'on a encore une politique restrictive, alors qu'en ce moment il n'y a pas d'inflation. Parce qu'on a refusé, au lieu d'annuler les dettes que nous avions achetées, que le système de Banque centrale européenne avait acheté et qui était inscrite dans les livres de chacune des banques centrales nationales, qui nous appartenaient, pour lesquelles, tant qu'elles sont là, nous payons des intérêts à nous-mêmes. Ça a monté jusqu'à 600 milliards. Au lieu de faire ça, ils préfèrent les reprendre pour essayer d'éponger de la liquidité et donc de faire monter, de laisser les taux assez hauts et de faire monter le cours de change. Mais c'est une façon de faire. Bon, donc, en tout cas, pas de politique monétaire possible. Non, mais c'est quoi l'autre moyen ? Il faudra emprunter en trouvant les moyens d'emprunter pour investir et de rassurer les investisseurs sur l'avenir de leur argent. Bon, on va passer maintenant à la page internationale. À l'échelle européenne. On va passer maintenant à la page internationale, si vous voulez bien. Non, je crois que c'est pas une bonne idée, l'échelle européenne. On a compris de toute façon. C'est pas une bonne idée parce que ça nous envoie vers un budget fédéral sans que personne se soit prononcé. J'aimerais avoir votre avis également sur cette situation internationale qui va nous coûter énormément aussi, avec le réarmement forcément de l'Europe, avec le réarmement aussi de notre défense. C'est Trump qui se heurte finalement également à cette réalité, cette difficulté de faire rencontrer Poutine et Zelensky. On écoute le président Trump. On va voir si Poutine et Zelensky arrivent à travailler ensemble. C'est comme l'huile et le vinaigre, pour des raisons évidentes. Et on verra alors si j'ai à être présent, si je dois être avec eux à la réunion ou pas. Mais pendant ce temps, ils continuent de se battre et de tuer des gens, ce qui est vraiment idiot. Bon, on est vraiment dans l'impasse, Henri Guénaud. Vous avez accompagné à de nombreuses reprises Nicolas Sarkozy sur des sommets. Quel est votre regard sur ces dernières semaines, avec d'un côté ce sommet à Anchorage très encourageant, ce sommet à Washington encore plus encourageant, et désormais cette impasse dans laquelle on est et qui nous plonge dans cette situation? Alors d'abord, moi je me réjouis et je pense que tout en n'étant pas un supporter de Donald Trump, il nous a quand même rendu un service en montrant que on pouvait se remettre autour d'une table. Alors ça n'aboutit pas... Non mais c'est important, on ne pouvait pas parler. C'était interdit, c'était scandaleux, c'était amoral, immoral. Bon. Il a montré qu'on pouvait parler. Il n'y a que lui qui parle à Poutine. Oui, ça fait rien. C'est lui qui parle, mais je vous rappelle quelle était l'attitude des États-Unis avant lui. Mais c'est justement le problème des Européens. Et quand vous dites qu'on pouvait parler, c'était avec les Européens? Mais le problème des Européens, ils se sont mis dans une impasse depuis le début. Puisqu'ils ont refusé, au lieu d'essayer de jouer les intercesseurs et pour essayer de trouver des moyens d'arrêter ce conflit, ils ont tout de suite choisi un camp et ils ont désigné un ennemi. Donc ils sont les plus mal placés aujourd'hui. Après, c'est quand même la Russie qui a envahi l'Ukraine. Ils n'ont pas attaqué Paris, ils n'ont pas attaqué Berlin. Donc l'Europe pouvait... Non, mais l'Europe, elle n'est pas le grand moralisateur du monde. C'est-à-dire, l'Europe, elle est là pour défendre ses intérêts et essayer d'empêcher que les gens s'entretuent aux frontières de l'Europe. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait discuter un peu plus avec Poutine? Mais de toute façon, il va bien falloir un jour. Mais il l'a fait, le président Macron, au départ. Non, le président Macron n'a pas discuté. Enfin, moi, j'ai vu un président qui allait discuter et négocier. C'était Nicolas Sarkozy à propos de la Géorgie. Là, oui, il y est allé pour proposer. Il a fait l'aller-retour entre la Géorgie et la Russie. Et il a fini par arracher un accord. L'accord était... On va me dire, c'est horrible. Il y a 2 provinces qui sont parties chez les Russes, en tout cas, qui se sont détachées de la Géorgie. Mais en tout cas, si ça n'était pas passé comme ça, de toute façon, les Russes arrivaient à Tbilissi, la Géorgie n'existerait plus. Bon, mais en tout cas, il a joué ce rôle. Il l'a joué activement. Ça aurait pu échouer, mais au moins il a essayé. Et ça a plutôt marché. Bon, maintenant, vous dire, moi, ce qui me frappe dans l'attitude de l'Europe aujourd'hui, c'est que, d'une part, on a l'impression, moi j'ai l'impression
si ce n'est la conviction, que tous ceux qui veulent absolument, contre toute raison, avec un jusqu'au-boutisme inébranlable, faire l'Europe fédérale, trouvent très bien, et ça correspond à un instinct de l'humanité depuis toujours, d'avoir un ennemi. Donc en désignant un ennemi, voilà, on pense qu'on va instaurer l'unité, et enfin peut-être de ce conflit, peut-être même de cette guerre un jour, faire sortir une Europe unie. À vous entendre, et la deuxième désignation de l'ennemi, elle est c'est ça. Ça, c'est la politique à la Carl Schmitt. C'est-à-dire, on a décidé que Trump était notre ennemi. C'est la politique à la Carl Schmitt. Vous savez, la politique, ça veut dire désigner l'ennemi. Non, moi, je ne pense pas. Il y a quand même des choses qui se sont passées qu'on pouvait difficilement faire semblant de regarder ailleurs. Mais je vous ai pas dit de regarder ailleurs. J'ai dit les yeux grands ouverts, de regarder ce qui se passait, mais d'essayer de faire en sorte que ça s'arrête. Voilà. La deuxième chose, c'est qu'il y a l'unité de l'Europe, et puis il y a l'unité de chacun de ces chefs d'État et de gouvernement autour d'eux dans leur propre pays, parce qu'aujourd'hui, elle est menacée. Ils sont tous en situation... Ça, nous sommes d'accord. Ils sont tous en situation très fragile. Donc, paraître comme chef de guerre, au fond, consciemment ou pas, moi, je ne veux même pas penser que c'est un calcul cynique, mais je ne veux même pas poser cette hypothèse, mais ils se comportent comme si... C'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre en place des garanties de sécurité occidentales avec la présence des troupes de l'OTAN en Ukraine. Mais vous savez très bien. Vous y êtes opposé, par exemple? Non, mais moi je suis opposé à envoyer un seul soldat français sur le sol ukrainien. Un seul. Voilà. Et je pense que je ne suis pas le seul en France. Et je pense que les opinions publiques européennes n'y sont pas prêtes non plus. Personne ne veut envoyer ses enfants. C'est une réalité, c'est vrai, Charles Sapin. Personne ne veut. Voilà. C'est une réalité qu'on peut déplorer, pas déplorer. C'est un fait. Et même au-delà des Français. C'est-à-dire que c'est vrai que les instituts de sondage, autant le soutien à l'Ukraine est largement majoritaire dans la population, mais il y a un refus franc de tout envoi de soldats français, y compris en cas de cessez-le-feu, comme casque bleu, enfin force d'empire. Il y a un refus total. En plus, c'est un sujet qui est important parce que c'est vrai que c'est un sujet de division entre les Européens qui empêche finalement ce qu'on appelle la coalition des volontaires d'avoir une voix crédible auprès d'un Donald Trump ou d'un Vladimir Poutine. Mais alors, d'abord, Poutine a fait la guerre. C'est une guerre pas seulement poutinienne, c'est une guerre qui a des racines très profondes dans l'histoire de cette région du monde. Et moi, je lis partout, c'est l'héritier de l'Union soviétique. Non, vous savez, Poutine, il est devenu slavophile. C'est beaucoup plus profond et ça va beaucoup plus loin que la simple question de l'Union soviétique. L'Ukraine, elle était dans l'orbite de l'Empire russe bien avant la création de l'Union soviétique. Voilà, cette histoire de Slaves orientaux, c'est-à-dire la Biélorussie, l'Ukraine et la Russie occidentale, elle est aussi vieille que la Russie. Aussi vieille que l'Ukraine. D'accord, mais qu'est-ce qu'on fait désormais du coup Ce à quoi sont opposés toutes les opinions publiques de ce côté de l'Atlantique et de l'autre, c'est de faire la guerre à la Russie. Alors, à partir du moment où vous dites j'exclus de faire la guerre à la Russie, on se soumet aux Russes? Mais moi, je ne me soumets pas. Pourquoi je me soumets si je suis attaqué? Vous savez ce qui c'est, à partir du moment où les Russes attaquent plus en profondeur l'Ukraine, qu'est-ce qu'on fait? On se soumet justement à Mais pourquoi se soumettre? Alors comment vous vous défendez? Donc vous voulez faire la guerre à la Russie? Vous voulez faire la guerre à la Russie? Mais les garanties de sécurité... Non, mais justement, pourquoi Poutine n'en veut pas? Poutine a fait la guerre en disant « je ne veux pas l'OTAN en Ukraine ». Bon, imaginez que le pacte de Varsovie se soit installé pendant la guerre froide au Mexique. Bon, imaginez... je dis, voilà, c'est le but, un des buts de sa guerre. Est-ce qu'il faut lâcher toute l'Ukraine à Poutine? Mais vous lâchez rien du tout. Est-ce qu'il faut lui donner, quoi, je veux dire? Mais non, on n'a pas lâché la Corée du Sud à la Corée du Nord quand on a fini par geler la ligne de front. Oui, justement, voilà un endroit où il y en a des troupes occidentales pour défendre cette ligne de front. C'était les troupes de l'ONU, d'abord. Et je vous rappelle que les troupes occidentales, elles étaient là avant, elles étaient là pendant la guerre. Oui, mais ce que vous décrivez, c'est une espèce de mur. C'est envisageable, mais moi, j'ai pas de solution. Je n'ai pas de solution miracle. Ce que je sais, c'est que nous ne ferons pas la guerre à la Russie. J'ai entendu quelqu'un l'autre jour sur le plateau qui disait « il faut que les Russes sachent que même de Paris, on peut envoyer des missiles sur les troupes russes ». Non, mais ça n'a pas de sens. Voilà, il faut penser au reste. Ça n'a pas de sens. Même de Moscou, on peut envoyer des missiles sur Paris. Mais on ne parle pas de ça ce soir, Guénaud. On parle de garantie de sécurité pour dire à Poutine « tu n'iras pas plus loin ». Mais la garantie de sécurité, si vous dites « tu n'iras pas plus loin », donc si tu y vas, c'est la guerre. Non, mais si l'Ukraine et les territoires qu'elle sauve sont souverains, ils ont le droit d'avoir des alliés et ils ont le droit d'avoir une armée.
Oui. Et ça ne regarde plus M. Poutine, voilà, on est d'accord. Et l'autre peut faire la guerre. Et donc pour vous, c'est à Vladimir Donc, Poutine vous de êtes dire... en train de nous dire qu'il ne s'arrêtera pas. Lisez. Vous êtes en train de dire... Mais je ne crois pas qu'il... Enfin, il a eu du mal à conquérir 17% du Bon, du alors très territoire. bien, admettons qu'il s'arrête là où il s'arrête. Ce qu'il reste de l'Ukraine peut être souverain quand même. Vous acceptez ça? Oui, mais ou bien alors on fait la zone oui, mais ça, d'influence. c'est ce qu'on me dit. C'est un satellite de la Russie. Ils ont une souveraineté si elle veut rentrer relative. Si elle veut rentrer dans l'OTAN, elle est souveraine. Mais il faut l'accord de ceux qui sont déjà dans l'OTAN. Oui. Si vous voulez envoyer des troupes, Trump il faut a dit non. Voilà. Moi aussi, je suis... non. Mon pays aussi est souverain. Il n'est pas obligé d'envoyer des troupes là-bas. Voilà, l'Ukraine est souveraine. Elle est maître de son destin. Nous sommes maîtres de lui envoyer des armes, de l'argent, tout ce qu'on voulait, y compris des troupes. Mais à ce moment-là, nous assumons que nous décidons souverainement que nous sommes prêts à faire la guerre à la Russie. Alors, voilà. Je voudrais que si quelqu'un pouvait s'arrêter un instant sur ce dilemme tragique, au lieu de dire il y a le bien et le mal, alors nous on est dans le bien. Personne ne dit pas ça. Personne ne dit ça. Il n'y a que des mauvais choix. Tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà, il n'y a que des mauvais choix. Donc, et de toutes les manières, la Russie, il y a une chose qu'elle n'acceptera pas, c'est qu'il y ait des troupes de l'OTAN qui soient sur le territoire ukrainien, puisque c'est pour ça qu'elle a fait la guerre. Mais pourquoi elle les accepte en une minute dans les pays baltes, en Pologne, je veux dire. En une minute, Charles Sapin. Non, mais c'est quand même très différent. Voilà, sans tomber dans le bien et le mal, il y a quelque chose qui me paraît singulier, c'est que, et ça a été très visible lors de ce sommet d'Anchorage, c'est que finalement les Européens ont brillé par leur absence. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas là directement, puisqu'ils n'étaient pas conviés, ils n'étaient même pas là indirectement, puisque les conditions qu'ils avaient envoyées à Trump, c'est-à-dire de refuser tout dialogue avec Poutine sans cessez-le-feu préalable, ou en cas de refus de nouvelles sanctions contre Vladimir Poutine, ces revendications n'ont pas du tout été écoutées par Donald Trump. Et on voit que l'invitation des différents Européens lundi à Washington, finalement, les Européens ont beaucoup de mal à se faire entendre et à exister dans ces discussions. Comment vous analysez finalement cette forme de retrait des Européens? Charles Sapin, malheureusement, on n'a plus le temps. Voilà, on aurait pu parler très longtemps. Vous savez, ça fait 35 minutes qu'on débat, c'est beaucoup et c'est passionnant. Et on aurait voulu aussi savoir ce que vous pensez de l'attitude des Européens face à Trump. Oui, mais malheureusement, oui, mais ça, c'est intéressant. On refait une émission. Mais vous revenez quand vous voulez, Henri Guénaud. Parce que c'est des sujets qui méritent. C'était passionnant. Et on rentre un peu dans le fond des choses. Bien sûr, et c'était passionnant et très instructif d'avoir votre vision. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci à tous les deux également.